l'arène des ruines, une joute, un volcan, une plage, un niveau à l'envers, un iceberg et la bibliothèque. Chaque niveau était unique. Donc, par exemple, le niveau de l'iceberg, sur la partie bleue, il n'y avait pas vraiment de friction au sol, donc ça fait que si on fait un dash, que je vais expliquer plus tard, on part super loin. Et par exemple, dans l'arène de la joute, il y a le radiateur qui va pousser les autres joueurs s'ils entrent en contact. Radiateur vient du jeu de mots avec un rat et gladiateur. Donc, j'ai utilisé principalement Unreal Engine pour faire toute la programmation en Blueprint, que je vais expliquer un peu plus tard, où je me suis beaucoup servi aussi. Fait des dégâts. La potion de la tâche glissante crée une tâche au sol que si un joueur marche dessus, tu glisses et tu prends des dégâts. De l'autre côté, tu as l'étourdissante qui, pendant un certain moment, t'empêche de bouger et te fait perdre des ingrédients pour faire des potions. Et de l'autre côté, tu as la potion de transformation qui transforme en un des ingrédients et qui te rend vulnérable. Si cette valeur-là est vraie, tu fais ça, mais si c'est faux, tu vas faire autre chose. Tout relié par des fils pour avoir l'ordre d'action. Et en gros, ce que tout ce code veut faire, c'est juste faire l'effet là-bas. Donc en gros, c'est quand la potion touche le sol, crée une zone qui regarde s'il y a un joueur dedans. S'il y a un joueur dedans, ça veut dire, OK, fais-moi apparaître un objet au-dessus de la tête, puis tu le refais 3 fois. Puis vu que les objets apparaissent au même moment au-dessus, c'est comme deux aimants de la même polarité ensemble qui se propulsent un envers l'autre, ce qui fait une explosion un peu chaotique au-dessus, qu'on peut voir avec le gif. Donc pour faire des potions, pour récolter des ingrédients, il y en a 4, et il faut juste marcher dessus ou marcher à côté pour les récupérer. Il y a d'autres petites mécaniques comme un dash qui permet de propulser rapidement dans une direction. On peut frapper les autres joueurs pour leur faire perdre un ingrédient et les déplacer et pouvoir les pousser dans le vide potentiellement. Et si l'autre joueur a une potion, la potion qui est au-dessus de la tête va tomber au sol et va s'activer. Il y a aussi le fait que quand on perd nos 3 vies, donc soit 3 potions de dégâts, soit tomber dans le vide 3 fois ou un mix, on devient un fantôme, ce qui fait que la partie n'est pas finie quand on meurt. On peut toujours frapper les autres joueurs pour les faire tomber dans le vide. Dans la créativité, j'étais plus en programmation à créer à faire les idées des autres. Donc, on me disait, ça serait intéressant d'avoir ça, donc je le faisais. Puis, je revenais aussi à les idées, mais c'était principalement dans mon humour que je suis venu en termes de créativité. Il y a beaucoup de jeux de mots qui viennent de moi, comme le radiateur que j'expliquais plus tôt. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est un humour que je trouve très drôle, qui est tellement mauvais qu'il ne devient pas. Et puis, par exemple, tous les temps de chargement ont une blague ou un côté très humoristique dedans, et il y a toujours aussi des bugs qui sont restés dans le jeu, qui sont devenus des features, parce que ça nous faisait juste amplifier le côté drôle du jeu. Puis par exemple, il y a aussi des anachronismes, on le voit moyennement ici, mais ça ne marche pas dans un monde de medieval fantasy. Un panneau en plastique, attention sur le glissant. Ça ne marche pas, mais ça fait drôle parce que ça marche dans le côté décalé de notre jeu. C'est de la méthode agile. On a utilisé Trello pour organiser le projet de façon agile.
où en gros, on faisait des sprints de 1 semaine, où en gros, on avait des tâches à remettre à chaque semaine, où on faisait des revues à la fin de cette semaine avec nos clients qui étaient nos professeurs. Et en gros, de cette façon-là, on voyait ils regardaient ce qu'on avait fait et nous proposaient soit nous proposaient des trucs à faire pour la suite, ou des changements pour qu'on fasse du côté itératif de notre projet pour avoir le meilleur possible. Par rapport aux besoins utilisateurs, on a fait beaucoup de tests utilisateurs pour découvrir qu'on avait beaucoup de problèmes au début de notre idée. Mais par exemple, je vais donner la création de potions qui a beaucoup évolué avec le temps, qui était au début une barre de sélection de potions qui ralentissait beaucoup, mais énormément, le jeu. Ce qui faisait que les joueurs avaient moins de fun et devaient s'arrêter quand ils voulaient créer une potion et ce qui les rendait très vulnérables. On est ensuite passé vers une idée d'une roue de sélection qui nous permettait d'aller un peu plus vite, mais c'était encore un peu trop lent. Et on s'est souvenu après, on met une manette et on n'utilise pas quatre des boutons principaux. Alors, on peut utiliser A, B, X, Y pour dire, le premier Y c'est une potion, puis les autres aussi c'est chacun une potion. Puis, fait que tu sélectionnes ta potion en appuyant sur le bouton que tu veux. Selon moi, les forces du projet, c'est la facilité de prise en main. On va pouvoir rapidement apprendre à jouer sans forcément une grosse stratégie, mais on va facilement faire une potion et la lancer sur un autre joueur. C'est pas quelque chose qui va nous prendre très longtemps à apprendre. Oui, il va manquer peut-être l'idée de « OK, si je fais cette potion-là, je vais pouvoir faire ça, puis ensuite ça. » Mais ça reste que les joueurs vont quand même réussir à faire quelque chose de fun, avoir une sensation de compétence plus rapide que d'autres jeux. Puis aussi le côté qu'on peut facilement pousser le projet beaucoup plus loin. On a beaucoup de niveaux. On a déjà 7 niveaux, mais on pourrait en faire déjà beaucoup plus, parce qu'on a déjà plein d'idées qu'on pourrait aller plus loin, on pourrait pousser plus loin. On peut aussi ajouter des potions différentes, faire d'autres idées possibles, avoir d'autres idées, et vraiment améliorer le jeu. Par contre, dans les faiblesses, il y a encore beaucoup de bugs de collision, par exemple, avec les potions. C'est un mix de comment on a programmé et de Unreal Engine, de comment il détecte les collisions. Mais si on voit, quand une potion est lancée, si l'autre joueur ne bouge pas, il n'y a pas d'effet qui se fait. La potion ne sert à rien. Il y a aussi quelques problèmes sur l'arène de la plage où certains trous nous coincent. Et on ne peut plus sortir et on reste coincé jusqu'à la fin de la planche. Ce qui n'est pas mieux. Sinon, il y a aussi un bug de fusée que je trouve très drôle, mais qui est pas voulu. C'est je l'appelle le super dash. Si on frappe et on dash en même temps, ça nous propulse très loin, très rapidement et trop fort même, qui nous fait qu'on sort de la map. Et si on sort complètement de la map, on meurt et on perd une vie. Ce qui est pas voulu, mais c'est causé par deux valeurs qui se multiplient de vitesse. Et j'ai vraiment appris c'était quoi le problème en écrivant mon ESP plus tard, donc en regardant c'était quoi tout pour comprendre c'était quoi vraiment le problème. Donc, les bons coups. Le multijoueur est un peu un des piliers principaux du jeu, parce que s'il n'y a pas de multijoueur, le jeu n'aurait jamais existé. C'est vraiment important qu'il soit là, et je suis vraiment content de dire qu'il a été réalisé dans les 2 premières semaines de conception du jeu, pour qu'on puisse vraiment tester et pousser plus vite. Et même que certains profs, au début, n'étaient pas sûrs de ce qu'on allait y arriver. C'est ça, je suis content de faire qu'il a été mis dedans. Bon, j'ai peut-être utilisé des tutos YouTube, mais c'est déjà mieux que pas à la base. Puis aussi, c'est un projet très ambitieux en tant que tel. Il y avait beaucoup de programmation à faire. Mais on n'a pas eu besoin de couper rien avant la fin. Même à la fin, on n'a rien eu besoin de retirer. Donc tout ce qu'on voulait mettre dans le jeu a été réussi à être mis. Ce qui est un bon point, je trouve. Il y a beaucoup de job à faire et beaucoup de temps à mettre dessus. Par contre, dans les moins bons coups, la centralisation du blueprint dans un seul fichier, dans un seul code, ça peut créer de la latence et ça peut créer aussi des problèmes d'organisation. Par exemple, si on est plusieurs à vouloir travailler dessus, on ne peut pas. C'est juste une personne à la fois dans ça. Puis même que ça, c'est pas tout ce qu'on le code. On ne voit pas tout. Il y a encore des mots en dessous ici, en haut. C'est un peu gros. Puis aussi, une personne qui ne s'y connaît pas beaucoup, qui veut juste ajouter un truc ou modifier une valeur, bonne chance pour te retrouver là-dedans. Moi, je sais où tout est, mais parce que je l'ai fait pour la majorité.
Mais on va dire que Noah, qui a aussi fait ce travail sur le projet, il veut aller chercher là-dedans. Il ne va pas trouver avant 15 minutes. Ce qui n'est pas forcément un bon point. Pour ce qui est des éthiques, on a un public très très large. Ça peut aller d'enfants de 8-9 ans à leurs parents, parce que c'est vraiment un jeu familial et pour le fun, donc on essaie d'être le plus neutre possible pour ne pas influencer les jeunes ou les parents. Mais il y a techniquement de la violence animale parce qu'un des ingrédients, c'est une queue de rat qu'il faut récupérer en écrasant un rat. C'est pas forcément le plus éthique et plus friendly. Puis il y a aussi le fait qu'on se lance des potions d'explosion sur la tête. Pas le mieux. Mais en même temps, on a notre violence qui est aseptisée par tout le style graphique un peu cartoon et enfantin qu'on voit. Et c'est vraiment, on pourrait faire quasiment une allusion au dessin animé Coyote et Bébé, qui sont très violents, mais qui sont très drôles à cause que c'est tellement over que ça devient ridicule. Je trouve que ce projet-là, c'est un des projets où j'étais le plus fier de travailler dessus durant tout mon programme. Puis c'est aussi, tout le programme a été une très bonne base pour apprendre un peu de tout, de comprendre les mécanismes de tous les côtés, principalement du jeu vidéo, parce que c'est là où je m'intéresse le plus, mais aussi du web et d'autres genres. C'est permettre de comprendre comment moi je vais pouvoir travailler. Moi je vais aller en technical game design, donc de la programmation et programmer des idées que j'ai pour des jeux. Et donc ça me permet de comprendre tous les aspects et d'avoir des idées qui sont quand même réalistes et pas de dire « Ah, je veux qu'il y ait ça, sauf que ça ne marche pas du tout dans l'univers du jeu ou que ça ne marche pas, ou c'est physiquement pas possible pour nos ordi pour l'instant, par exemple, parce que ça pourrait être le cas d'avoir une idée trop pétée et que ça donne ça. » Mais il faut vraiment, puis c'est vraiment des projets où je me suis beaucoup amusé aussi à faire. C'était vraiment très fun et très drôle avec l'humour que je cherchais. Il est un peu ridicule avec mon côté. Il y a comme, par exemple, le raquin ou le draguerie. Pour un dragon souris ou le rat requin, c'est des jeux de mots qui sont vraiment mauvais quand on regarde ça pour de vrai, mais je trouve ça drôle et ça reste dedans. Et c'est resté dans le jeu aussi. Ce qui me surprend qu'il n'y a personne qui m'a décidé non, on fait pas ça, ça marche pas. Mais bon, ça, je ne vais rien dire. Et. J'ai ouais, merci de m'avoir écouté. Thierry, waouh, c'est super présentation, vraiment super. J'aime beaucoup monsieur. Oui, je suis complètement élu. Parce qu'on en avait discuté avant, puis là, super positif. C'est vraiment très agréable de l'écouter. Le projet, c'est votre projet passion, ça je le sais depuis la session passée. C'était clair. Tu as aussi corrigé des petites choses hier sur le support. Vraiment, moi je trouve ça vraiment super. Puis le petit lien avec la formation en conclusion, parfait aussi. Moi aussi j'aime beaucoup l'humour avec le mot. Donc je n'avais pas le radiateur, j'ai découvert hier, je trouve ça vraiment très drôle. Le petit humour aussi dans la présentation, je trouve que ça passe bien. Moi j'aime bien. Donc voilà, encore bravo. Je vais essayer de travailler avec mes collègues. Merci Thierry. Je vais aller dans le même sens que Stéphanie. Là, pour moi, l'humour a tout à fait sa place dans le contexte. Moi, je serais même allée plus loin. J'aurais gardé l'orthographe de rat avec le T. Radiateur. Oui, ça Requin. Ça aurait été. Mais peut-être que je suis bien ma tante, là. Puis. C'est le genre de blague que je fais vraiment fourrer. Je te sentais un peu nerveux dans ta présentation, mais. L'humour, je pense, a aidé justement à surmonter les défis liés à la communication. C'est vraiment une magnifique année. Je te félicite d'avoir pris ce chemin-là. C'est tout à fait lié avec ce que tu cherches à nous présenter. Puis voilà, beau travail. Beau travail de vulgarisation aussi, là, de programmation. C'est un excellent défi que tu as très bien surmonté. Bravo de gérer tous ces dossiers de blueprint-là, mon Dieu Seigneur.
voilà, ça court ce que je voulais souligner jusqu'à ça. J'ai beaucoup peur. Oui, bravo, puis c'était impressionnant de voir la profondeur de la programmation et les enjeux derrière ce monde-là de ces dynamiques. C'est ça, mais c'est beaucoup de candidats pour corriger les diapos. On peut voir ça au projet. Il faut bien nous présenter. Ben, bravo, là, hier on s'est pratiqué puis joué avec l'évolution. Une très grande évolution, comme le collègue dit, C'est bon. Bon après-midi à tous, je m'appelle Samuel Guertin, Game Designer, et aujourd'hui je vais moi aussi vous présenter mon ESP sur Potion Party. Donc, Potion Party, c'est quoi? C'est un projet de multijoueur local à 4 joueurs où on doit s'affronter dans des arènes en récoltant des ingrédients pour fabriquer une des 4 types de potions disponibles. Avec ces potions-là, après ça, on peut s'attaquer pour faire perdre les cœurs de nos adversaires et essayer d'être le dernier survivant de la manche. Au bout de plusieurs manches, on gagne des points et celui qui a gagné le plus de manches remporte le tournoi. Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé plusieurs techniques et logiciels que j'avais appris lors de mon programme en technique de création multimédia. J'ai surtout utilisé en fait le logiciel Unreal et plusieurs de ses sous-systèmes parce que ça a vraiment été notre établi de travail pour réaliser le projet. Comme par exemple, j'ai fait beaucoup de programmation en Blueprint, aussi des designs de niveau avec le système de blocking. J'ai aussi travaillé sur les menus qu'on trouve dans le jeu, soit les HUD. Pour ceux qui ne savent pas, un HUD, c'est quoi dans un jeu? C'est qu'est-ce qui permet en fait de voir l'état de son personnage. Donc pour nous, c'était pour voir le nombre de cœurs qui restait au personnage, puis aussi l'état de ses potions qui se remplissaient au fur et à mesure qu'il récoltait des ingrédients. Et j'ai aussi travaillé beaucoup sur les systèmes de potions dans le logiciel Niagara, qui permet en fait de faire ce qu'on appelle des VFX, des effets spéciaux, donc avoir un look de potion d'explosion quand la potion explose. C'est vrai que je passais un peu rapidement là-dessus, mais moi, principalement, comme vous voyez, j'ai fait plusieurs petites choses sur le projet, mais principalement, c'était le game design et la programmation. Donc, comme j'ai dit, pour la programmation Blueprint. Ensuite, j'ai aussi fait un peu de modélisation à travers le projet, comme par exemple nos ingrédients en 3D. On n'aurait pas réussi à les trouver dans nos kits qu'on récoltait pour faire nos niveaux. Donc, je les ai modélisés en fait sur Maya. J'ai aussi utilisé des logiciels comme Photoshop et After Effects pour faire le trailer du jeu que vous avez vu un peu auparavant. Mais les compétences techniques, ça ne fait pas tout. J'ai aussi utilisé beaucoup de compétences théoriques que j'avais appris dans mes cours, comme par exemple dans mes cours de jeux vidéo, où j'avais appris comment faire en fait des bons documents de design, puis aussi comment communiquer mes idées à mes collègues, faire des bonnes présentations PowerPoint, etc. Et dans mes cours d'expérience utilisateur et de test utilisateur, où j'avais appris vraiment comment analyser les données de notre public cible et des différents tests qu'on avait faits pour améliorer les jeux, comme par exemple trouver la meilleure configuration pour la manette, ou bien savoir analyser les données des tests qu'on a reçus pour modifier ce qui fonctionnait moins dans le jeu. Tout le long de ce projet-là, on le travaillait dans notre cours de projet agile. Donc, c'est on apprenait la méthode de travail à travers le projet grâce au logiciel Trello. En fait, comment la agile ça fonctionne, en fait, c'est que dans le logiciel Trello, on peut séparer notre projet en épiques. Les épiques, c'est quoi? C'est des grosses tâches générales qu'on doit faire dans le projet, comme réaliser tous les niveaux, faire l'éclairage, programmer toutes les potions, etc. Ensuite, les épiques, on peut les prendre et les séparer en sous-tâches qu'on effectue dans des sprints. Les sprints, c'est en fait des moments dans lesquels on va faire un certain nombre de tâches. Comme par exemple, nous, on avait des sprints de 1 semaine. Donc, à chaque semaine, on se rejoignait en équipe pour vraiment voir comment avaient avancé les tâches, si on avait du retard, si on avait rencontré des bugs et pouvoir s'adapter pour la suite du projet.
Ça m'a fait vraiment appris à être capable de séparer un projet à l'avance sur le long terme pour voir les différentes étapes qu'on allait croiser et pouvoir prévenir à l'avance des mauvaises surprises qu'on aurait pu trouver si jamais on ne s'était pas préparé. Mais aussi, ça m'a beaucoup pratiqué dans ma communication parce que des fois, j'avais du retard sur des étapes et il fallait vraiment que je le communique à mes coéquipiers pour qu'on puisse se préparer pour la suite des tâches. Donc, ça m'a vraiment aidé pour ça. En fait, à chaque sprint qu'on avait à Projet Agile, on avait nos producteurs qui nous suivaient, en fait, puis qui venaient voir les avancements du projet. Nos producteurs, en fait, c'était nos 2 professeurs du cours qui étaient là pour nous faire des recommandations ou nous demander de faire des tâches précises ou des améliorations. Donc, on devait discuter avec eux, en fait, des possibilités de réaliser ces tâches-là pour pouvoir continuer dans le projet. Par exemple, quand j'ai fait un des premiers designs du jeu, la manière, en fait, que je faisais donner mes ingrédients aux joueurs, c'était par des distributeurs d'ingrédients qui étaient répartis dans les niveaux. Puis, en fait, mon professeur m'a dit qu'il faudrait rendre cette étape-là plus intéressante. Fait que la semaine suivante, j'ai travaillé à plutôt créer des ingrédients plus interactifs, comme des rats qui se promènent dans les niveaux, des fantômes qui sortent du sol puis qui se recachent. Fait que c'est tout ce genre d'étapes-là qu'on travaille. Puis c'est un assez bon exemple de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'industrie, parce que c'est de la même manière que je travaille en ce moment avec mes supérieurs dans l'entreprise où je travaille. Aussi, en fait, qu'est-ce qui était vraiment amusant avec le projet Agile, c'est qu'on choisissait un peu notre public cible par rapport à quel type de jeu on allait réaliser. Comme par exemple, nous, on avait fait vraiment un jeu qui était familial pour jouer entre amis, multijoueur avec un petit effet de compétition. Fait qu'on a vraiment pris les familles et les groupes d'amis. Fait que ça voulait dire qu'on avait vraiment un public très large. Fait que pour être capable de vraiment savoir qu'est-ce qu'on devait aller chercher dans ce public large-là, on a fait plusieurs choses, dont des questionnaires pour savoir les tranches d'âge qu'elle allaient jouer à notre jeu plus spécifiquement. Si par exemple les joueurs qui aimaient notre style aimaient plus jouer sur la manette ou sur le clavier souris, pour après ça être capable de faire des tests et compiler tous les résultats de ces tests-là dans des documents qu'on pouvait se référer au fur et à mesure que le projet avançait. Maintenant, je vais passer un peu plus sur les forces et les faiblesses de notre projet. Pour moi, nos 2 forces principales du projet, c'est premièrement nos niveaux. On a réussi vraiment à faire 7 niveaux différents qui ont chacun leur propre mécanique unique. Ça a vraiment permis d'étirer la durée de vie de notre jeu parce que j'ai souvent vu dans nos tests, etc., que les joueurs, quand ils jouaient souvent, ils voulaient vraiment essayer au moins une fois chacun de nos niveaux avant d'arrêter les tests pour vraiment pouvoir voir toute l'étendue de ce qu'on avait produit dans le jeu. Et finalement, il y a aussi le pilier central de notre projet qui est le multijoueur. Nous, on voulait vraiment créer un effet de compétition à travers notre projet. C'est le but d'avoir vraiment les joueurs qui veulent refaire une autre partie pour être capables de battre l'autre qui leur avait envoyé une potion par la tête à la dernière manche, puis vraiment créer cet engouement de vouloir jouer en gang, en équipe. Puis on a vraiment bien réussi à le faire à travers notre projet dans les fois que je l'ai fait tester avec mes amis, que j'ai pu jouer avec ma famille. Ça a vraiment bien fonctionné. Fait que je suis vraiment fier de comment on a réussi à intégrer ces 2 éléments-là dans notre projet pour l'emmener plus loin. Mais ça reste un projet étudiant. Puis on a quand même plusieurs faiblesses qu'on a rencontrées dans le projet, mais j'ai décidé d'en choisir une en particulier qui nous ont vraiment suivis tout au long du projet puis a vraiment impacté la production, et c'est la difficulté à prendre le jeu en main. En fait, souvent, dans ce style de jeu-là, qui est vraiment familial, qui est fait pour jouer entre amis, il faut que le jeu se comprenne facilement. Pour que quand vous vous asseyez, mettons, sur le divan avec vos amis, que vous êtes soirée pizza, c'est le moment de jouer, vous ne voulez pas essayer de comprendre comment jouer au jeu. Vous voulez vraiment juste vous amuser. Puis on a remarqué, dans nos premiers tests utilisateurs, qu'après plusieurs parties, les joueurs n'avaient pas tout compris comment le jeu fonctionnait. Il y avait encore des détails qui n'étaient pas sûrs, ils faisaient un peu des choses de manière aléatoire. Il y avait quand même un peu de fun, mais ça restait que ce n'était pas vraiment l'expérience qu'on recherchait. Donc ça, c'est vraiment dangereux pour notre public cible parce que quand on est avec plusieurs tranches d'âge de personnes qui ne jouent pas nécessairement souvent aux jeux vidéo, c'est vraiment une raison pour eux de juste dire « on laisse tomber, on fait rembourser le jeu, on va aller jouer à autre chose, on va faire autre chose ». Puis c'est vraiment pas quelque chose qu'on recherche dans notre expérience. Pour continuer un peu sur le négatif, je vais continuer en fait sur un moins bon coup personnel du projet qui est en fait lié à cette difficulté à prendre le jeu en main, et c'est le tutoriel. Dans mon jeu précédent que j'avais fait avant Potion Party, Bean, j'avais passé énormément de temps à travailler sur le tutoriel du jeu pour vraiment le rendre accessible aux joueurs et plaisant. Donc en fait, dans Bean, le joueur devait apprendre à sauter puis à être discret. C'était vraiment nos 2 mécaniques principales du jeu.
Fait qu'au début du jeu, il était enfermé dans une cellule. Pour ceux qui ne sont pas sûrs, c'est le petit personnage que j'ai encerclé ici. Et il devait apprendre à sauter sur les différents éléments pour atteindre la porte de la prison et après ça, avoir accès au reste du jeu. Donc, c'est vraiment un processus d'apprentissage pour le joueur, d'apprendre étape par étape qu'est-ce qu'il devait pour pouvoir après ça s'amuser sans être frustré par qu'est-ce qui pouvait arriver par la suite. Dans Potion Party, c'était beaucoup plus complexe parce qu'on a énormément plus de mécaniques à faire apprendre aux joueurs. Les différents types d'ingrédients, les recettes pour fabriquer les potions, comment fabriquer les potions, puis aussi les différents types de potions qu'on avait tout simplement. Donc, je me suis retrouvé face à deux choix différents. Premièrement, j'avais le choix entre faire un tutoriel court mais intense qui allait donner beaucoup d'informations aux joueurs d'un coup, mais qui allait lui permettre de jouer rapidement au jeu. De l'autre côté, j'avais l'option de faire un tutoriel plus long, mais potentiellement plus ennuyant, où le joueur allait être potentiellement blasé, en fait, de devoir passer étape par étape toutes ces informations-là. Et j'ai pris la solution, donc, de faire un tutoriel plus rapide en me disant que les joueurs allaient réussir à comprendre. Et on est arrivé à un problème simple. Les joueurs faisaient le tutoriel, après ça, on s'en allait jouer, ils me regardaient et ils me disaient « Comment on joue? » C'était un échec total, le tutoriel n'avait juste pas fonctionné. Donc, si je pouvais passer vraiment un mois de plus à travailler sur le projet pour améliorer cette partie-là, bien, je travaillerais vraiment là-dessus pour au moins aider les joueurs à avoir plus de facilité à prendre le jeu en main, puis être capable de jouer sans moi pour leur expliquer, en fait. Mais mon bon coup du projet est aussi lié à cette amélioration-là, puis ce travail qu'on a eu pour rendre le jeu plus facile pour les joueurs. Et ça passe par notre système de fabrication de potions. Quand j'ai fait le premier design du jeu, j'avais vraiment en tête que ça serait super qu'on ait une roue de sélection pour fabriquer nos potions. Dans ma tête, c'était clair, les joueurs avaient trouvé ça simple. Tu appuies sur un bouton, tu sélectionnes ta potion, elle apparaît dans ta main, tout le monde va s'amuser. Ça n'a pas du tout fonctionné. Puis on l'a remarqué aussi dans nos premiers tests utilisateurs. Les joueurs avaient de la misère à savoir quelle potion ils pouvaient faire par rapport à quel ingrédient. Ça ralentissait le rythme du jeu parce que les joueurs passaient plus de temps dans les menus à construire la potion qu'à jouer avec la potion, en fait. Fait que ça marchait pas du tout. Puis, qu'est-ce que je suis vraiment fier, en fait, c'est que j'ai vraiment réussi à me sortir de mon idée initiale pour aller, avec ma créativité, en fait, chercher d'autres solutions possibles pour résoudre ce problème-là. Fait qu'on est passé par une barre de sélection à une roue qui affichait les ingrédients pour finalement arriver à la solution qui était peut-être la plus simple, qui était de sortir du jeu et se concentrer sur qu'est-ce que les joueurs avaient en main, la manette. Fait qu'on a réussi en fait à travailler avec ma collègue Stéphanie qui a fait le HUD du jeu, à fusionner les deux choses pour que les joueurs voient leur potion se remplir dans leur HUD et quand la potion est remplie, le bouton est associé en fait en même position sur la manette. Fait que si la potion du bas est remplie, tu appuies sur le bouton du bas, puis la potion apparaît. Fait que ça a été même si le menu n'est pas parfait, il y a encore des petites difficultés, c'est vraiment une grosse marge d'amélioration par rapport à ce qu'on avait au début du projet. Et c'est là-dessus que je rentre sur ma créativité. Pour moi, la créativité, c'est vraiment le centre de mon travail. C'est ça qui m'active au quotidien. J'essaie toujours de trouver des nouvelles idées, de pousser plus loin mes concepts. Puis j'ai souvent, en fait, plus d'idées que j'ai de temps pour les réaliser. Je suis obligé de faire une priorisation dans mes projets. Fait que, pour moi, en fait, je pense que j'ai bien montré à travers ce projet-là. J'essaie tout le temps de trouver une nouvelle solution, que ce soit pour le menu de création, que ce soit des concepts de niveau, comme le niveau plage, avec de l'eau qui monte, qui descend pour changer les comportements des joueurs qui sont d'un coup, je sais plus où est-ce que je peux marcher pour pas tomber dans un trou. Ou bien tout simplement le concept même du jeu que j'avais emmené, de fusionner le combat d'arène avec l'alchimie et la création de potions. Tout simplement. Fait que je suis vraiment content de pouvoir dire que dans mon bagage de compétences d'une équipe, parce que tout le monde a vraiment des parcours différents, même si on a fait le même programme, chacun a ses propres spécialités, mais moi, je peux arriver dans une équipe et dire la création puis l'idéation, c'est vraiment une de mes forces, puis je veux la mettre au service de l'équipe pour améliorer le projet. Maintenant, on rentre un peu dans la section de l'éthique. C'est une question assez complexe parce qu'il y a vraiment autant de points de vue de l'éthique sur les jeux et les visions qu'il y a de personnes, en fait. Donc, je me suis vraiment basé sur mon point de vue personnel sur le sujet et qu'est-ce que j'ai pu observer dans les nombreux tests que j'ai faits avec des utilisateurs. Et en fait, j'ai remarqué, j'ai pesé le pour et le contre de tous les éléments qu'on avait. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance? C'est en fait notre public cible. Dans notre public cible, on a un public très large et
très familial et donc potentiellement des mineurs dans notre jeu. Des mineurs qui peuvent se faire influencer dans leur jeu vidéo par qui sont les méchants, qui sont les gentils, c'est quoi la quête en fait du héros. Et on a réussi dans notre projet de jeu à se détacher de tout ça. On n'a pas de personnage principal, on n'a pas d'histoire, on s'est séparé de la réalité en essayant vraiment d'avoir un style cartoonesque qui est vraiment irréaliste. Et notre objectif dans le jeu, c'était vraiment de permettre d'avoir un endroit pour s'amuser, en fait. On n'a mis aucun message subliminal de manière de penser. On n'a pas essayé d'ouvrir les yeux des personnes sur une réalité autre. Donc, bien sûr, c'est imparfait, c'est impossible d'avoir une neutralité totale, comme par exemple, on a le fait qu'on doit écraser des rats pour récolter un ingrédient dans le jeu, ce qui veut se rapprocher de la violence animale, mais on n'a pas voulu augmenter, mettre le point là-dessus, on a justement voulu se détacher de ça. Par exemple, notre seul objectif quand on avait un rat, c'était pas d'écraser un rat, mais d'avoir un ingrédient mobile et amusant dans les joueurs qui rendait l'ingrédient plus difficile à récolter. Puis on a réussi à faire ça, puis à se détacher de ça en vraiment enlevant tout le côté graphique. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas un bruit distinctif du joueur quand il réussit à écraser le rat. Donc, en fait, je pense que notre jeu penche plus du côté éthique parce qu'on a quand même réussi, en fait, à enlever ce côté plus graphique-là pour vraiment se concentrer sur l'amusant. Et qu'est-ce que je disais que je me suis concentré sur sur nos tests? C'est que dans tous les tests utilisateurs que j'ai faits dans des écoles secondaires, puis aussi que j'ai fait essayer les jeux, personne ne nous a fait de commentaires là-dessus. Pour eux, ils n'écrasaient pas un rat, il y avait juste un ingrédient mobile qui poursuivait dans le jeu. Puis c'est ça qui était important, le fait de s'amuser. Donc, en conclusion, ce projet-là, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs choses que j'améliorerais dans le design puis je voudrais retravailler. Mais pour moi, en fait, ça montre juste toute l'étendue, en fait, de l'évolution que j'ai eue depuis le début du projet. Mais je suis vraiment content de pouvoir dire maintenant que j'ai réussi à avoir un emploi dans une entreprise que j'adore et que je suis devenu vraiment game designer. Puis aussi que j'ai pu être accepté à l'UQAT en design de jeu à l'université. Puis ça, j'aurais pas pu le faire sans mon parcours en fait en team puis tout le bagage de connaissances que je vais pouvoir continuer à développer dans le futur. Merci beaucoup.